C'est bon. Ok. Je suis très contente de vous retrouver. On est Parashat Mishpatim. Alors, Parashat Mishpatim, elle arrive juste après le don de la Torah. Vient Hachem et il s'adresse au peuple juif et il nous donne, écoutez bien, 53 commandements dans notre parasha. Pas mal quand même, c'est balèze, ouais. 53 commandements qui sont de l'ordre des relations entre les hommes. D'accord? Les relations avec autrui. Donc on va parler dans les commandements des dommages et intérêts, des lois contractuelles, de certaines lois du travail, qu'est-ce qui se passe comme indemnité en cas d'agression, en cas de vol. Ça veut dire quoi? On est en plein code civil. Les Havdil, on a l'impression qu'on a ouvert le code civil et on se retrouve en fait avec tous ces commandements que Dieu nous donne dans une seule et même paracha, 53 injonctions. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque Dieu va nous donner ces commandements, dès les premiers qu'on écoute, on dit quoi? On va dire cette phrase magique qui est Naaseh Venishma. Kol Asher Diber Hashem, Naaseh Venishma. Qu'en général, on traduit par nous ferons et nous comprendrons. Mais ce n'est pas une traduction très exacte. En vérité, ça veut dire quoi? Naaseh, nous ferons sans avoir besoin de comprendre. Ça, c'est Naaseh. Et Nishma. Nishma, c'est dans un deuxième temps, nous allons tout faire pour comprendre ce que tu nous demandes. C'est un peu alambiqué comme manière de dire OK. On est d'accord? On aurait pu dire OK, Hachem, Besséder, on le veut. Non. On a dit Naaseh Venishma et en fait, on a l'impression que c'est deux choses qui sont complexes et en plus qui se contredisent. D'un côté, on dit OK, on va faire même si on ne comprend pas. Naaseh. Venishma, c'est le deuxième volet, c'est mais on va tout faire pour s'efforcer de comprendre ce que tu nous demandes. Et lorsqu'on dit ça, incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des anges, 600 000 anges qui vont descendre et qui vont mettre des couronnes sur chacun des Bnei Israël. Chacun va recevoir 2 couronnes, un pour Naaseh, une pour Naaseh, une pour Nishma. C'est pour ça que les enfants, quand ils vont au Gan au moment de Shavuot ou de Parashat Yitro, ils reviennent avec les deux, avec la couronne Naaseh et Nishma. Et Dieu va dire waouh. Qu'est-ce que c'est ce waouh? Il va dire comme ça. Israël Naaseh Nishma. À partir du moment où les Juifs ont prononcé le Naaseh avant le Nishma, Yatsa bat kol ve'amra. Il y a une voix céleste qui s'est fait entendre. Ve'amra migila raz ze lebanai. Raz chez Malaché Asharet mishtamshim bo. Dieu dit, mais attendez, qui a dévoilé ce secret extraordinaire à mes enfants? Ce secret dont se servent les anges. Waouh! C'est quoi ce secret? J'ai envie de dire, c'est quoi ce mot de passe? On dirait un sisma, d'accord? Le mot de passe, Naaseh Venishma. Un mot de passe dont se servent les anges. Oui? Alors, ce que je vous invite à faire ce soir, c'est qu'en fait, on va décrypter ensemble le Naaseh Venishma. Alors, soyez concentrés. On va aller en profondeur des profondeurs. J'ai déjà prévenu à Anaïs que c'est un cours complexe aujourd'hui, d'accord? Donc, j'espère que vous êtes en forme. Et il va falloir me suivre du début jusqu'à la fin. On ne s'arrête pas au milieu, d'accord? Ouais? Ne vous endormez pas. Parce que, écoute, comment vous vous appelez? Moi, Suzy. Suzy. Alors, Suzy, écoutez. Parce que dans ces deux mots, Naaseh Venishma, on va trouver toutes les clés de quoi? De nos obligations. Waouh! Comment je fais? Je dois aller au boulot ce matin, mais la force. J'ai rendez-vous avec l'autre, mais tu vois, j'ai qu'à faire, j'ai pas vu me faire genre, j'ai pas vu mon téléphone, j'ai pas vu son message, ça va, c'est pas grave. Comment on fait pour respecter nos obligations? Nos relations. De Naaseh Venishma, ça va être la clé de la construction des relations. La notion d'engagement, on va en parler. On a besoin de savoir comment avoir les clés de l'engagement dans une génération qui est allergique à l'engagement. Tu confirmes, Anaïs? Oui. De nos passions. Comment on fait pour faire de nos passions, eh bien, quelque chose de réel? Parce que quelque chose qui est passionnant, eh bien, si
on veut vraiment en faire notre métier, si vraiment on veut le réaliser, en faire notre hobby, il y aura toujours des moments où ça va coincer. Il y aura toujours des moments rébarbatifs et coercitifs. Je vous donne un exemple. Moi, avant de donner des cours, je vous ai déjà dit, j'étais dans le management. Mais j'étais dans le management associatif et je m'occupais d'un programme Massa. Et donc pendant 3 ans, c'était le travail le plus passionnant de ma vie. Bon, après, avant d'avoir découvert l'enseignement, et tous les mois, je faisais venir 10, 15, 20 jeunes de France qui venaient ici pour faire un stage en Israël. Ça veut dire en 3 ans, peut-être 200 qui sont venus et beaucoup qui sont restés en Israël. C'était un travail passionnant. Mais il y avait des moments où c'était lourd en responsabilité. Vous imaginez, pendant 6 mois, je sais que j'ai 50 jeunes qui sont sous ma responsabilité. C'est... D'accord? Donc il y a des moments où, même si tu adores ton travail, il va falloir assumer. D'accord? Donc ça va nous donner les clés aussi pour ça. Ça va nous donner les clés de toute la construction de l'être humain, la clé de l'épanouissement personnel, la clé de l'exploitation de notre potentiel et de la réussite de nos projets. C'est pas mal comme programme. Je vous ai motivé? Oui? Allez. Alors, venons, on va regarder ensemble. Naaseh Benishma, comment ça nous est présenté. On est Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, juste après le nom de la Torah. Pour celles qui viennent d'arriver, vous avez entendu? On est Mishpatim. Voilà, bravo. Et c'est dans notre paracha qu'on a dit la fameuse phrase, le fameux mot de passe, on appelle ça comme ça, Naaseh Benishma. Alors regardez comment les choses, on nous les présente. Comment on va nous introduire ces fameuses lois? Là, les fameux, je vous ai dit, le code civil, le contrat social, enfin, toutes ces lois qui régissent, qui régulent les relations humaines, d'accord? C'est écrit comme ça. Vehele amishpatim asher tassim lifnehem. Dieu dit, et voici les lois que tu vas mettre devant eux. C'est quoi ce et voici? C'est quoi ce et voici? Alors, c'est pas voici, c'est pas gala, d'accord? Ce et voici. Il faut savoir que la Torah ne fait pas des figures de style. Et voilà. Non. Chaque mot, chaque lettre compte. Et Rashi vient et t'explique, ah, c'est quoi ce vaélé? Et il te dit, ah, vaélé, de même que les 10 commandements, les premières lois ont été données au Har Sinaï, celles-ci aussi ont été promulguées au Sinaï. Pourquoi tu nous dis ça, Rashi? Ah, parce qu'en fait, tu sais, ce vav, de vaélé, qu'on traduit par et, un vav, en hébreu, c'est aussi un crochet. Comme pour te dire, tu sais, cette paracha, elle se raccroche à celle d'avant, celle de Yitro, on a reçu la Torah, les 10 commandements, le Har Sinaï. Eh bien, celle-là, elle se raccroche. Mais c'est très étonnant. Pourquoi c'est très étonnant? Parce que tu dis, attends. Moi, quand tu me dis parachat Yitro, déjà, je pense à la fête des garçons. Donc, ça me fait rêver. J'imagine le Har Sinaï comme une pièce montée. Vous connaissez la pièce montée? Vous avez compris qu'en fait, ça faisait référence au Har Sinaï, vous? Oui, bah voilà. Et bah, on peut s'en rendre compte à 38 ans, c'est pas grave. Tu fais, ah, j'ai compris le Har Sinaï. Quand tu penses au don de la Torah, tu sais que ça a été fait en grande pompe. Tu sais que l'humanité tout entière a entendu parler de cet événement, que la voix d'Hachem s'est fait entendre partout, que ça a résonné, que ça a pénétré la matière, qu'il y avait des tonnerres, qu'il y avait des chauffards. Et c'est un événement qui est universellement connu. Tout le monde a entendu parler du don de la Torah. C'est encore plus connu que la prise de la Bastille. D'accord? Et bien du coup, suite à ça, franchement, quand on lit une paracha qui ressemble à un code civil, et tu as l'impression d'être en TD de droit, tu déchantes. On est d'accord? Pourquoi? Parce que tu dis, attends, mais on ne peut pas continuer dans la même foulée, genre nous donner des lois du style soyez spirituel, étudiez la Torah du matin jusqu'au soir, donnez votre vie pour Hachem. Vous voyez, un peu dans la même mouvance? Non, on va te dire, alors, je t'explique. Si ton mouton il a mangé des carottes chez le voisin, alors dans quel cas tu vas lui rembourser, dans quel cas tu vas pas lui rembourser?
à notre échelle, ça donne quoi? Ça donne, imaginons que mon fils, il a pris le téléphone de son copain et qu'il l'a fait tomber par terre et qu'il est cassé. Qui c'est qui paye? Ouais? Intéressant comme question. Ou alors, on va te dire, ah oui, si l'employeur, il a fait tomber la dent de son esclave, tu dis, attends, à notre échelle, ça donne quoi? Ouais, s'il y a un accident sur le lieu de travail, comment ça se passe? Autre exemple, on te dit, ah, imaginons que quelqu'un a prêté sa vache. Il l'a laissée en dépôt chez quelqu'un, et sa vache, bah, elle est morte. Alors, qui est responsable? Alors ça nous donne quoi à nous? Ça nous donne... quelqu'un a prêté son appartement à des amis, et puis quand après il récupère les clés, il se rend compte que la vaisselle, il est cassé. Alors? Hein, l'avocate, Léa? Qui c'est qui paye? Hein? C'est Parachat Mishpatim. Et c'est toutes les babottes. Baba Metzia, Baba Kama, tout ça en fait c'est basé sur Mishpatim, c'est ce qu'ils étudient à Yeshivot. D'accord? Donc, c'est comme si, je vais vous donner un truc, c'est comme si on t'avait fait une bande-annonce de folie, genre ouais, le dernier Steven Spielberg, les effets spéciaux, les trucs, les machins. Et après, en fait, on te met un documentaire sur le système juridique dans un pays très très lointain. Mais attendez, quel rapport? Alors en fait, vient Rachid et il nous dit, je vais te dire quel est le rapport. Eh bien, de même que les premières, elles ont été prononcées au Sinaï, les secondes aussi. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que personne n'oserait à un seul instant remettre en question les 10 commandements. On est bien d'accord? Hachem s'est prononcé devant nous. Et bien de la même façon, ça veut dire que ces lois, ces mishpatim, je dois les faire coûte que coûte. Peu importe si je comprends ou pas, si je le ressens ou pas, si je pense qu'en fait ça ne doit pas être vraiment comme ça, si ça me parle pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Non, Hachem a donné, Hachem a dit, un point c'est tout. Il n'y a pas à rentrer maintenant dans des émotions. Il n'y a pas maintenant à rentrer dans des explications. Il n'y a pas à rentrer dans je comprends pas, ça me parle pas. Non, la Torah te dit, ne t'avise pas à parler de sentiments quand il s'agit de la vie des autres. Tu sais que tu dois le rembourser. Ouais, mais bon, tu sais, en ce moment, c'est pas trop ça. Oui, mais tu dois le rembourser, tu t'es engagé, t'as signé un prix quand même. Tu sais que tu dois... Je suis en plein dans cette problématique. Qu'est-ce qu'il a... Ah oui, mon fils, je lui ai dit, il a été dans un magasin et en fait, il croyait que le produit était cassé. Donc il l'a rendu. Mais en fait, en rentrant à la maison, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. C'était l'autre, le Bluetooth qui avait un problème et du coup, le produit marchait. Et ben ça fait 4 jours que je le tanne. Je veux dire, je dois retourner chez le vendeur pour lui dire qu'en fait, le produit que tu as rendu n'était pas cassé. Ouais, mais j'ai honte. Je m'en fiche que tu as honte. On est honnête. Peu importe les états d'âme. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai un autre enfant, alors lui c'est encore plus... Parce que, après, il y a quelques mois, donc quelques semaines, il a jeté une chaise sur son prof. Et là, il lui a jeté le kéli plein de dos, le Netilat Yadayim, paf! En plus, je me suis fait encore... Je t'ai pas raconté. J'ai pleuré toute la journée. Jeudi dernier, heureusement. Renvoyé. D'accord, mais renvoyé en mode le prof qui me dit soit il part définitivement, soit s'il revient, je démissionne. Alors bon, on est derrière, on a beaucoup discuté avec le prof, etc. Mais il est obligé de me demander pardon. Et on l'a briefé. Je lui ai dit, écoute, tant que tu n'es pas prêt à demander pardon, tu ne peux pas retourner en classe. Tu lui as fait honte devant tout le monde, alors tu dois lui demander pardon devant tout le monde. On a attendu jusqu'à ce qu'il soit prêt. Le moment où il m'a dit, ça y est, je suis prêt, j'ai dit, ça y est, tu peux retourner en classe. Et il a demandé pardon. Bon, Hachem. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Tu sais que là, tu es en train de lui faire une mauvaise réputation. Ouais, mais franchement, m'a trop énervé. Non, on ne fait pas ça. Tu dois absolument mettre tes sentiments de côté lorsqu'il s'agit de la vie des autres. On ne joue pas avec la vie des autres à cause de ses propres sentiments. Et dans ces cas-là, il n'y a ni flemme, il n'y a ni honte, il n'y a ni je sais pas quoi. Non, il y a toi qui dois faire face à tes propres obligations. D'accord? Et ça, c'est le point de départ
de la vie d'un juif et d'un goy, en vérité. C'est-à-dire que ces lois, elles sont universelles. Tu as fait un dommage, tu dois rembourser quelqu'un, ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif ou non juif. C'est la base de l'être humain. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit le Ramban. Il dit que dans les 7 lois noachites, ça veut dire les mitzvot qui incombent à toute l'humanité, est inclus bien, toute la paracha de Mishpatim. Ça, en fait, c'est la base de tous les codes civils qui existent au monde, toutes les jurisprudences, que ce soit le droit anglo-saxon, le droit européen, ou peu importe, tout normalement devrait prendre sa base dans Parashat Mishpatim, et ça, c'est le Naasé. D'accord? On continue? Oui? Maintenant, on va aller plus loin. Alors, comme je vous ai dit, quand ils ont dit Naasé Venishma, waouh, tout le monde était en folie. Akadosh Baruch Hu le premier, tous les anges, et vient le Rav de Brisk qui répète la Gemara dans le Shabbat, qui parle de cet épisode où je vous ai dit les anges ils sont venus et ils ont donné une couronne, une pour Naasé et une Nishma. Bien la Gemara, elle dit mais tu sais que s'ils avaient dit les mêmes choses, hein, Naasé et Nishma, les 2 mêmes mots, mais dans l'autre ordre, ils auraient eu quoi? Une couronne? Non, 0 couronne. Je dis attends, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans le fait de faire précéder le Naasé du Nishma? Oui. En vérité, je vais vous donner un petit exemple comme ça, vous allez voir, ça va vous parler. Un rave, il vient voir un élève et lui dit « Écoute, il faut que je te demande un service. » Et l'élève, il regarde comme ça, il dit « Oui, oui, dis-toi, on verra. » Il dit « Tu sais quoi, laisse tomber. » Il va voir un deuxième élève, il lui dit « Cher élève, il faut que je te demande un service. » L'élève se lève et dit « Oui, bien sûr, je vais le faire. Dites-moi quoi. » Il dit « Ça c'est Naasé Venishma. » C'est-à-dire que quoi? Le fait d'avoir précédé Naasé au Nishma, c'est pas juste un jeu de mots. C'est pas juste une finesse de style. Non! C'est la chose la plus fondamentale de l'être humain. C'est qu'en fait, on est fiable. On s'engage à être fiable avant même de savoir qu'est-ce que c'est être fiable. Ça veut dire accepter nos obligations. Ça veut dire accepter d'être responsable, de prendre ses responsabilités. Et après de dire, attends, j'ai accepté, mais du coup, maintenant en fait c'est quoi? Exactement comme nos chayalim, que Dieu les bénisse, qui sont mobilisés. J'adore ce mot, mobiliser, mégouillasse, mobiliser. Ouais, c'est bon, ça a chemonné, j'arrive. Mais en fait, je suis censée faire quoi? C'est pas extraordinaire. Dans notre génération TikTok, où on a tous ces jeunes, 400 000 au départ quand même. La première semaine du 7 octobre, ils étaient 400 000. Il y en a plein qui sont revenus de Route Laret, il y en a plein qui sont venus alors qu'ils n'ont pas été appelés. Tu dis, mais c'est incroyable. Mobiliser. Maintenant, au fait, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas à Gaza, toi tu vas dans le nord, toi tu vas là-bas. Et tu as tout le Mefaket qui vient donner en fait les ordres au Chayalim. Donc en vérité, on se rend compte que nous, on l'a à l'intérieur de nous, ce Naasé Venishma. Ce sens des responsabilités, il est là. Ok, parfois il est endormi, parfois ça nous saoule. Mais vous voyez que dans certaines circonstances de la vie, comme celle qu'on vit maintenant, en fait, il suffit juste de le réactiver et il est là, il est présent et ils sont au rendez-vous. Naasé Venishma. D'accord? Donc on a en vérité intrinsèquement cette capacité à endosser nos obligations et nos responsabilités. Donc, vous savez que les Français, il y a à peu près 250 ans, ils ont inventé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et bien nous, 3000 ans avant, on a fait une déclaration beaucoup plus révolutionnaire, je pense beaucoup plus intelligente si je peux me permettre. Eh bien c'est la déclaration, non pas des droits de l'homme, mais des devoirs de l'homme. Et ça c'est Parashat Mishpatim. Comme je vous ai dit, attends, tu sais, s'il se passe ça, tu dois payer. Tu sais, s'il se passe ça, tu dois rembourser. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est en galère, tu dois lui prêter de l'argent. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est que des tu dois. Alors que tu ouvres la déclaration des droits de l'homme, c'est tu as le droit à ta liberté, tu as le droit à ça, tu as le droit à ça. Et tu dis, peut-être Parashat Mishpatim, c'est vachement moins...
enthousiasmant finalement. Quelle est la différence en fait entre une déclaration des droits et une déclaration des devoirs? Parce que vous allez me dire, dans le fond, c'est la même chose. Si moi j'ai le droit au respect de ma propriété, bah, ça veut dire que mon voisin il doit respecter ma propriété. Bon, en gros, c'est juste les deux revers de la pièce. Ah, mais c'est là toute la différence. C'est que ça dépend où tu regardes la pièce. Ça dépend où tu vas mettre l'accent. Parce que dans un couple, par exemple, donc, on en parle d'ailleurs dans Parashat Mishpatim, on parle de la Ketouba. C'est de ce principe-là que ça vient de Parashat Mishpatim, que l'homme sous la choupa, il doit s'engager à la nourrir, à la vêtir, à la chérir. Et là, tu dis, ouais, mais à côté, tu vois, on te propose des modèles de couple où, bah non, chacun doit être content, satisfait, kiffer. Et puis, bah, si c'est pas le cas, elle peut partir, quoi. Elle a le droit de partir. J'ai dit, bah, peut-être que nous, on est moins romantique. Oui, mais en fait, ça va façonner quoi comme genre de couple? C'est pas du tout la même chose. Il y en a un où en fait on va essayer de se poser la question, ah ouais, mais est-ce que je suis satisfaite ou non? Est-ce qu'il m'apporte ou non? Est-ce que j'ai un intérêt ou non? Et des couples, on va vraiment se poser la question de comment je peux donner à l'autre. Et c'est vrai dans toutes les relations, même dans le travail. Si tu mets l'accent sur tes devoirs, bah t'arrives, tu dis bon, l'employé il dit en entretien, oui, quels sont mes devoirs? Quels sont mes droits? Vous connaissez ça, c'est apparemment surtout depuis le corona, les gens sont devenus très capricieux. Ah non, moi ça ne va pas, cette boîte je signe pas, non, il n'y a pas la cantine, il n'y a pas le truc, il n'y a pas le machin. Quels sont mes droits? Alors en face, qu'est-ce que tu vas avoir? Si tu as un employé qui est rivé sur ses droits, ben, tu vas avoir un patron qui est rivé sur le fait de se protéger. Et donc tu vas créer une société très procédurière. Où en fait chacun il essaye d'attention, on va pas se faire arnaquer, attention, qu'est-ce que tu peux tirer, regarde combien tu peux avoir d'indemnité, regarde ton... Donc d'un côté, on te dit, regarde comment tu peux être fiable. Et de l'autre côté, on te dit, regarde comment tu peux être fourbe. Donc ça ne crée pas du tout le même système. D'accord ? Donc vous comprenez que la Torah nous parle de devoirs et non pas de droits, afin de créer des relations qui sont moins conflictuelles, où les gens sont moins capricieux et donc moins frustrés, et où on développe le sens de l'engagement et des responsabilités. C'est extraordinaire quand même cette révolution d'avoir fait passer le Nishma avant le Naasé, d'avoir fait une déclaration des devoirs avant de faire une déclaration des droits. D'accord? Vous êtes d'accord que c'est plus révolutionnaire que la prise de la Bastille? D'accord? Allez, venez, on continue, parce qu'il ne faut surtout pas s'arrêter là. D'accord? Si on a qui regardent dans la vidéo, ne vous arrêtez pas, parce que vraiment c'est important. Ils n'ont pas dit que Naasé. Ils ont dit Naasé Nishma. Alors venez, on va voir c'est quoi la suite. En fait, on va voir c'est quoi le Nishma. Toujours ce même Rashi. D'accord? On a vu que le Naasé, c'est la prédisposition à endosser mes obligations. Ok. Maintenant, ce même Rashi, toujours, hein, même verset, même Rashi, il continue. Donc, après t'avoir dit ça, il te dit, le Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ne t'imagine pas, à propos de ces fameux Mishpatim, hein, que ça va te suffire de juste leur enseigner une loi ou deux, en mode détente, un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Ah non. Tu vas devoir te fatiguer à leur faire comprendre le ta'am adavar, la raison et la signification. C'est-à-dire que quoi? Rashi continue, il dit attends. Ne sois surtout pas en mode c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est écrit dans la Torah et un point c'est tout. Et il continue, il dit tu dois les placer devant eux, ta simlifnehem. Comme quoi? Comme un shulchan aruch, comme une table dressée.
exceptionnel. C'est quoi Shulchan Aruch? Quand on entend Shulchan Aruch, on dit ah bah c'est le fameux livre de codification du judaïsme. Bah, c'est Yosef Karo qui l'a écrit il y a 5 siècles. Et pourquoi il l'a appelé comme ça? Bah, en fait, il s'est inspiré de ce Rashi-là. Ou en fait, Rashi te dit en allusion que l'apprentissage de nos lois ne doit surtout pas être fade et insipide et contraignant. Ah non, il faut que ça ressemble à une bonne keila. Il faut que ça ressemble à de la bonne nourriture. Alors, entre parenthèses, mon frère m'a envoyé une vidéo cette semaine exceptionnelle que je vais faire regarder à Anaïs, parce que c'était la fierté familiale. Je vous la raconte. Rabbi David Pinto en plein cours. Il raconte qu'il se trouve donc chez mon frère aux États-Unis et il dit voilà, moi j'ai jamais aimé la pkeila, en fait j'ai jamais goûté, ça m'a toujours repoussé, j'ai jamais voulu goûter de ma vie. Et un jour, j'étais donc chez cet homme, donc c'est mon frère, et c'était une bilada. Et là, on fait passer le plat, et puis c'était sa femme qui avait cuisiné. Bon, j'ai voulu honorer la maîtresse de maison, j'ai voulu pas regarder ce que c'était. J'ai goûté, j'ai fait ah, il a fait une deuxième cuillère. Ouais, ah non, c'est bon. Et après, une troisième, et tout. À la fin, il finit tout le plat. Il dit c'est quoi ce que j'ai mangé? Bah, c'est de la pkeila. Ah, c'est ça la pkeila! Une deuxième assiette. Trop fort, j'ai envoyé à ma belle-sœur. Attends, je te rends compte, le sroud. Et attendez, il continue. Il dit, bah la Torah, c'est pareil. Au début, t'es là, tu dis, attends, baba kama, baba trama, ta. Et en fait, toi, tu goûtes, tu kiffes. Tu me dis, attends, mais c'était quoi ça? C'était de la Torah. C'est la pkeila. Attends, franchement, il a quand même comparé. Non seulement tu as eu le mérite de lui faire aimer la pkeila, mais en plus, grâce à toi, il compare la Torah à la keila. Genre, c'est une fierté familiale. D'accord? Non, on continue. Comme quoi la Torah est une. Et la Torah est une, exactement. Et d'ailleurs, une fois, Rav Citruc, il avait dit à la Vachalom, il avait dit, si tu prends Sinaï et tu retournes, ça fait Tunis. Voilà. Tous les moyens sont bons. En tout cas, tu vois que ce Rashi, il te dit, ah, attention, on doit surtout pas se contenter de faire les choses par automatisme. On doit s'efforcer d'essayer de trouver le goût des choses. On ne veut pas un judaïsme robotique. On ne veut pas que vous soyez des robots religieux. On veut que les mitzvot, eh bien, vous les mettiez à votre sauce. Que vous les ressentiez. C'est-à-dire, en gros, Naasé, ok, Venishma. Tout le but, c'est pas de dire, ok, je fais un point, c'est tout, et je m'arrête là. Ah non! Ça, c'était que le point de départ d'une aventure d'amour merveilleuse avec Akadosh Baruch Hu. Ou quoi? Ou, oui, Hachem te dit, je veux que tu t'y soumettes, mais je veux que tu comprennes, je veux que tu kiffes, je veux que tu saches pourquoi ces lois, elles sont bonnes pour toi. Donc quoi? Donc c'est pour ça qu'en fait, on a l'étude de la Torah. Pourquoi vous êtes toutes venues ce soir? C'est pour encore approfondir des choses que vous connaissiez déjà. Mais écoute, j'ai appris encore une chose qui va faire que mes mitzvot, je vais les faire différemment. Par exemple, le dimanche matin sur Zoom, un jour, Katia, tu à la retraite, voilà. Non, mais il y a les rediffs. Hein. Ouais, les rediffs, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps. C'est pas possible, non? Oui, mais c'est bien déjà. Ouais, on étudie donc la tefila, on étudie les mots de la prière. Mais c'est génial. Même moi, je me dis, mais je fais plus du tout la même prière de la même façon. Parce que tu comprends, parce que tu approfondis. Je faisais avant, je me posais pas la question. Mais maintenant, je le fais différemment. Et il y a une semaine où j'ai pas pu le faire, je vous assure que ma prière n'était pas pareille. Depuis ton dernier cours, j'adore le coq maintenant. Ah, le coq. Même quand il nous énerve, qu'il se réveille du matin, quand on est en vacances. Et en fait, il y a autant de cours de Torah que de gens, parce que on a toutes une sensibilité différente, des choses qui nous parlent, là, qui sont plus cérébrales, d'autres qui sont plus émotionnelles, d'autres qui sont plus intellectuelles, d'autres qui sont plus dans le tachlès. Et en fait, chacun va écouter et dire « Ah, ça me parle. Ah, ça me renforce. Ah, ça me fait du bien. » C'est pour ça qu'on a le nishma. Vous avez compris que le nishma, c'est le limud de la Torah. Quand tu entends, par exemple, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, que quand tu fais une bracha, Shehakol Yiyah Bidvaro, Hachem, il fait taire tous les anges. Il leur dit chut, ma fille, elle fait une bracha. Je dis, mais attends, mais moi, la bracha Shehakol, je ne fais plus du tout de la même manière.
plus la même chose. Et en fait, toute la vie jusqu'à 120 ans, une fois que tu t'es engagé, en fait, continue de t'engager, mais cette fois-ci sur la voie de la profondeur, sur la voie d'encore mieux comprendre, sur la voie d'encore mieux ressentir. Et ça, c'est le Limud Torah. C'est comme le Shulchan Aruch, c'est comme la Keila, c'est comme cette table, on est tous ensemble, chacun il va manger un plat et chacun a des goûts différents, mais chacun en fait va apprécier les plats qui lui sont servis. C'est ça la Torah. D'accord? Donc, vous avez bien compris que je fais parce que je suis engagée, indépendamment de si je comprends ou non. Parce que c'est comme ça qu'on façonne notre sens des responsabilités, mais c'est comme ça aussi qu'on façonne une relation de confiance mutuelle. Mais, je ne dois surtout pas m'arrêter là. Je vais étudier en profondeur. D'accord? C'est-à-dire que la Torah, elle nous parle d'émotion. Elle nous dit, fais, d'accord, tu t'es engagé, mais essaye d'approfondir de manière à être plus émotive. Parce que l'émotion, elle est fondamentale. C'est celle qui va te porter. D'accord? Donc, dans ce Naaseh Venishma, on va continuer d'approfondir. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Oui? On continue. En vérité, vous avez, comme je vous ai dit, les deux prédispositions à toute la construction de l'être humain et toute réussite de projet. Quelles sont ces deux dispositions? C'est ce que appelle Yoraï Jacobson, Itraïvout, pardon, Mechoyavout, excusez-moi, Mechoyavout, l'obligation, le Naaseh. Et le deuxième, c'est Itnadvout. Itnadvout, c'est je le fais parce que je le kiffe, parce que je ressens. D'accord? C'est la motivation externe, ça s'impose à moi, et c'est la motivation interne, j'en ai envie. C'est la raison et l'émotion. C'est le prends sur toi et c'est en toi. D'accord? C'est le attends, là, il faut le faire, il ne faut pas trop s'écouter. Et c'est le attends, là, c'est peut-être le moment de s'écouter. En vérité, ces deux choses qui paraissent antagonistes, c'est comme, si vous voulez, la droite et la gauche. Elles s'opposent, mais c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est là tout l'équilibre d'une personne, d'agencer en permanence ce Naaseh et Nishma. Mechoyavu et Itnadvout. Parce que quelqu'un qui est trop dans la Itnadvout, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, alors tu es toujours en études architecture? Non, écoute, j'ai arrêté en deuxième année parce que ça commence à devenir trop compliqué. Du coup, je travaille, je voulais faire médecine chinoise, mais finalement, ça ne me parlait plus. Alors, je travaille dans un call center, mais bon, là, je vais arrêter parce que le patron, il m'a saoulée. Je dis, mais quelle direction tu veux prendre? Ça, c'est les gens qui s'écoutent trop. À l'inverse, quelqu'un qui est trop dans la Mechoyavout, c'est « faut le faire ». Ah non, mais faut le faire parce que je me suis engagée. Et donc, c'est les gens, tu dis mais t'es toujours avocate alors que mais je croyais que tu détestais le droit. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Bah, j'ai mon barreau, voilà, ça fait 10 ans que je suis dans cette boîte. Bah oui, écoute, j'ai choisi cette voie, T'as choisi cette voie, mais ça t'épanouit pas. D'accord? Donc en fait, vous avez compris ou pas? Vous suivez? Donc, t'as les gens qui s'écoutent trop et t'as les gens qui ne s'écoutent pas assez. Et les gens qui s'écoutent trop, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont se décourager dès que ça se corse. Or, je vous ai dit, tout projet, même le plus sympa au monde, va toujours comporter des étapes coercitives et des étapes rébarbatives. Oui, il va falloir là ne pas s'écouter et foncer. Parce qu'il faut le faire. Sinon, tu n'iras jamais jusqu'au bout des choses. Et, à l'inverse, la personne qui ne s'écoute pas assez, c'est quoi? C'est les gens, genre, ils vont au bout, après ils te font un burn-out, ils te font la crise de la cinquantaine. Ou alors, ils restent toute leur vie comme ça, mais ils ne seront jamais heureux. C'est-à-dire que la Torah, elle t'invite à être raisonnable avant d'être fantaisiste, mais d'avoir aussi de la fantaisie. Parce que si tu n'es que raisonnable, mais tu risques d'être sacrément malheureuse. Mais ta fantaisie ne peut s'inscrire que sur ton côté raisonnable, parce que sinon, il n'y a rien sur lequel elle peut s'accrocher. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est toujours ces deux forces antagonistes, dans tout. Le couple, bien sûr que ça doit être un lieu d'épanouissement, mais c'est un lieu d'engagement. Oui, même les amitiés.
Les amitiés, bien sûr qu'on choisit nos amis. On choisit en fonction du bien-être qu'elles nous apportent, du fait qu'elles nous enrichissent, du fait qu'on passe des moments sympas. Mais il y a aussi le fait qu'on est loyal, on ne fait pas de coups bas. On organise un anniversaire surprise à sa copine, par exemple. Anaïs m'a fait un anniversaire surprise cette semaine. Très, très bonne. Alors prenez-la, on organise son anniversaire surprise. Elle m'a beaucoup fait galérer surtout, vraiment. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On est là, c'est sympa. Il y a ces Nadoud, mais en même temps aussi, il y a cette Mechoyavet. Il y a ce Mishpa et il y a aussi ce Naas. D'accord? Donc en fait, c'est vrai dans un régime aussi. Oui? Si tu dis, bah, ok, je vais manger des kohlrabi pendant les 2 prochains mois, bon, il y a un moment où tu vas te jeter sur le gâteau au chocolat et tu vas te jeter dessus. Ou alors tu vas faire une dépression nerveuse, mais ça marche pas. D'accord? Donc l'idée c'est de dire, regarde, je dois perdre ces 5 kilos par exemple. Ok? Donc là je me fixe de ne pas faire d'écart. Là c'est, mais rouillavout. Ok? Mais surtout, qu'est-ce que je veux? C'est apprendre à manger sainement. Apprendre à kiffer ce que je mange. Apprendre à kiffer la salade. Apprendre à kiffer. Elle dirait Kayla. Non, c'est pas le régime, Kayla, ça marche pas. Mais on apprend des nouveaux goûts en disant, ah mais attends, ça tu vois, je pensais pas, mais bah, finalement c'est bon. D'accord? Donc, et c'est vrai dans tout, même dans l'éducation. Dans l'éducation, Naase Venishma, ça donne quoi? Ça veut dire que Naase, je vais engager mon enfant sur la voie des valeurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas. Tu vas lui demander pardon à ton prof. Un enfant qui aurait ramené il a pris je sais pas, quelque chose chez son copain. Il a pris un MP3. Je vais attends, je t'explique. Tu n'as pas commencé maintenant à lui expliquer, oui, tu sais, c'est à lui, tatati, tatata. Mon chéri, tu dois aller lui rendre. Tu dois aller lui rendre, il n'y a pas de question. Mais une fois qu'il revient, mais tu l'encourages. Bravo, ça n'a pas dû être facile. Waouh, t'as vu comment il a dû être content d'avoir retrouvé ça alors que tu pensais qu'il l'avait perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Tu viens compléter cette chose-là en l'encourageant, en le sensibilisant, en le valorisant. C'est ça, c'est Venishma, les implications que ça a dans l'éducation. D'accord? Ça veut dire les choses, on veut que tu les fasses, mais surtout, on s'assure que tu développes le goût de les faire. Ouais? C'est ça le projet éducatif, on est d'accord? Alors sachez, petite parenthèse, mais elle a beaucoup de conséquences cette parenthèse, que la femme dans le couple, au sein du foyer, au sein de la famille, eh bien il y a des domaines dans lesquels elle incarne la Itnadvout. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, dans le domaine du Limoud à Torah, de l'étude de la Torah, là ce soir, vous êtes sortis et vous avez dit à vos enfants, salut, je vais à un tour de Torah, bye. Attends. Maman, toi, t'es obligée d'étudier la Torah comme papa? Ah ben non. Vous savez qu'on n'a pas d'obligation d'étudier la Torah, mais pourquoi Dieu il a fait ça? Parce que il veut que quand ton enfant il te voit sortir, il sait que tu vas. Pas parce que tu es obligé, mais parce que tu kiffes. Et là, tu dis, attends. Parce que maman, elle n'est pas du tout obligée d'aller. Pour aller, je sais pas, sortir avec des copines, regarder la dernière série sur Netflix, il y a plein de choses qu'elle pourrait faire. Et elle décide, elle prend son manteau, on est en plein hiver, elle va avoir un cours de Torah. Attends, c'est qu'elle doit être délicieuse, cette Torah. Ouais. Et le deuxième domaine dans lequel elle incarne, avec la doute, est aussi important que le premier, bah, c'est la tfila, justement. Chez les hommes, c'est rigoureux, c'est carré, c'est en mignonne, c'est les horaires, c'est la tfila, c'est la sina, c'est le truc super cadré. Moi j'ai un fils, là, il vient de faire sa maison, il fait la même chose que son père. Ah non, je peux pas ranger ma chambre, je dois faire Mitra. Après, il va dire, ah non, je peux pas t'aider avec les enfants, je dois faire un rite. Bref, et nous, on est à la maison, tout d'un coup, je sais pas, tu sors ton sido, allez. Tout d'un coup, tu sors ton petit livre de télé. Tout d'un coup, je sais pas, tu passes, tu mets la main à la maison, tu seras la chaîne que les enfants, et tu passes à autre chose. Chez toi, la prière, par définition, elle est spontanée, parce qu'elle vient du cœur. Et donc, c'est comme ça, en fait, que tu éduques à la tfila. Comment nous, on a été éduqués? C'est avec la grand-mère, avec la mère qui met la main sur la mezouza, et tu dis, ah, il y a un concept comme ça de dire, tu sais quoi, j'ai envie de parler à Hachem, là. J'ai envie de parler à Hachem. Pas parce que je suis obligée, pas parce que c'est l'heure, parce que c'est Midra, parce que c'est Arvit, parce que je dois partir, parce que je vais rater le minyan, parce que je suis le 10e. Non.
Parce que je kiffe là, j'ai envie de parler à Hachem. Je ressens le besoin de parler à Hachem. D'accord? Donc, vous comprenez bien que quoi? Que toute cette paracha, d'accord? Elle nous donne des clés extraordinaires. Des clés qu'elle nous donne encore. Je continue, hein, je vous ai dit, c'est très riche, d'accord? C'est très très riche. Vous allez voir, en fait, on est en train de peaufiner, de saupoudrer, et on va aller jusqu'au bout des choses. Cette paracha, elle nous dit quoi? En fait, si vous regardez, dans ces 133 mitzvot qui ont l'air, je vous ai dit, comme le code civil, très sèche, très carré, très truc, en vérité, quand tu les lis entre les lignes, tu te rends compte qu'elles ne sont pas si carrées que ça. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a le principe de la ketouba. Mais comment c'est écrit? C'est marrant, non? C'est écrit Sheara Kesuta Veonata Lo Igra. Tu sais, tu ne devras pas réduire son habillement, sa nourriture et son besoin d'affection. C'est-à-dire quoi tu ne vas pas réduire? Et regardez, c'est à elle. Ta. Ça veut dire c'est à elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, je t'explique, il n'y a pas une dose précise. Parce que chaque femme, elle a ses doses. Pour la nourriture, elle a besoin d'avoir 36 salades sur la table de Shabbat. Elle a besoin d'avoir, pour les vêtements, des marques. Elle a besoin... Et quoi? En fait, essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle veut ta femme. C'est ça en fait. Le Rav Shmulevitch, il fait un commentaire extraordinaire, surtout le Parashat Mishpatim, où il te dit, mais en vérité, cette paracha, non seulement elle t'invite à te responsabiliser, mais en vérité, si tu lis entre les lignes, elle t'invite à te sensibiliser. Comme le fait de devoir prêter. Si quelqu'un est en galère, on a une obligation de prêter. C'est une obligation. Mais regardez comment c'est écrit, le pauvre qui est avec toi, il marre. Et vient Rachid te dit, ah, tu dois t'imaginer que toi aussi tu es en galère. C'est quoi? Projette-toi. C'est ça qu'il te dit Rachid, c'est incroyable. Projette-toi, regarde, imagine que toi aussi tu es en galère. T'aimerais bien qu'on te prête de l'argent. Il y a une histoire comme ça quelqu'un qui était venu lever de l'argent pour les orphelins. Alors il arrive chez un monsieur très riche, etc. Ça se passe aux États-Unis, il fait très froid. Je sais pas où c'est, Chicago, Washington, on est en plein hiver, il fait moins 10 dehors. Et donc ils ont rendez-vous, l'autre, il frappe à la porte, le monsieur en question lui ouvre, et il reste comme ça sur le bas de porte. Et il dit, mais allez-y, rentrez. Non, je veux discuter avec vous des orphelins. D'accord. Il lui parle, hein, voilà, ça va, et voilà, et eux ils ont froid, et eux ils ont faim, et là il y a des besoins, là il faut renouveler les lits, là il faut faire ceci, là il faut faire cela. Il dit, mais d'accord, venez on continue, mais venez on rentre à la maison. Il dit, non, attendez, je peux continuer de vous expliquer. Et l'autre il grelotte comme ça, il dit froid, et tout, à la fin il fait, bon, écoute, je te fais un chèque, voilà, 500 000 $ et tout. Il dit, ah, c'est bon, maintenant je peux rentrer. Alors il rentre, il s'installe à la petite cheminée, il fait chaud, il fait bon. Il dit, mais pourquoi vous êtes rentré que maintenant en fait? Il dit, parce que si j'étais arrivée chez toi, on aurait bu un petit whisky, tu m'aurais servi un truc, une keila. T'as vu, je ne vais pas lâcher. Et on est là sur ton petit canapé, c'est cool, il fait chaud. Je t'aurais pas des orphelins, je m'aurais sûrement fait un chèque 10 fois moins important. Mais quand tu es là, toi-même tu as froid, tu ressens, ah ouais, les pauvres, ils ont froid, les couvertures, les trucs, ils ont besoin. Sensibilise-toi. Elle est extraordinaire cette paracha. Ça veut dire en vérité, elle t'invite à travers les lignes à faire du chesed, à te dépasser. Ça veut dire que quoi? Cette paracha elle est extraordinaire parce que non seulement elle t'invite par le biais de toutes ces règles à gérer tes dépassements, mais elle t'invite à te dépasser, à te surpasser. À essayer de voir, mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin? Mais attends, ma femme, elle m'a dit ça. Avec les femmes, on a besoin de lire entre les lignes. C'est comme Parashat Mishpatim, là. Elle te dit, ah, j'ai bien aimé les chaussures chez Nine West, truc. Et lui, il doit comprendre, en fait, c'est ça qu'elle veut, parce que son anniversaire, c'est dans 3 semaines. D'accord? C'est comme Parashat Mishpatim, il faut aller au-delà. Ça veut dire, cette paracha, en fait, elle t'invite à aller au-delà des principes. Pas devenir quelqu'un de conventionnel. Ah oui, c'est bon, elle m'a invité, donc je l'ai invité, tu vois, ça c'est code civil. Ah non! D'aller au-delà, de te poser la question, qu'est-ce que l'autre il a besoin? Pourquoi? Parce que avec les mishpatim, on se préserve. Mais c'est avec le chesed qu'on crée de l'amour. C'est pas la même chose.
On a besoin des mishpatim, mais on va pas s'arrêter là. On va aller au-dessus et créer justement des gens qui sont sensibles et qui vont se poser la question de comment faire plus, comment aider plus, comment être plus sensible, etc. Et c'est comme ça qu'on va vraiment créer des relations qui sont basées sur l'engagement. D'accord? Et basées sur le chesed, basées sur l'envie de faire plaisir à l'autre. Je vous raconte une petite histoire aussi comme ça avant qu'on termine. Ouais? C'est une histoire très très mignonne où il y a une jeune fille qui rentre dans un avion et qui est accompagnée de ses deux grands-parents. D'accord? Le grand-père et la grand-mère sont mariés depuis 50 ans. D'accord? Et là, au moment de s'asseoir, le grand-père il dit à la jeune fille, lui dit « Moi, je préfère la fenêtre, mais je sais que ta grand-mère aussi. Alors je vais lui laisser s'asseoir à côté de la fenêtre. » Et donc la grand-mère s'installe. La jeune fille, lui au couloir. Et la grand-mère, elle se tourne vers la fille et dit « Tu sais, moi je préfère le couloir. Mais je sais que papy aussi. Alors je laisse ma place. » Et là, elle s'en retourne, elle fait « Attends, ça fait 50 ans qu'ils voyagent ensemble et qu'en fait, ils se gourent de place. Et ils croient qu'ils font plaisir. En fait, non, parce que chacun, il n'est pas à la bonne place. » Elle dit « Mais je vais enfin leur dire. » Et là, elle fait « Attends. En fait, non. Pourquoi je ne vais pas leur dire ? Parce qu'en fait, le fait de faire plaisir à l'autre, ça t'apporte encore beaucoup plus de satisfaction que ton propre confort à toi. C'est ça en fait, dépasser, être au-delà des principes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas les mêmes individus, c'est pas les mêmes sociétés, c'est pas les mêmes familles, c'est pas les mêmes couples. Ça n'a rien à voir. En fonction tout simplement de là où tu as mis le curseur. Parce que dans les deux, il y a des obligations et de l'amour. Ça dépend où est-ce que tu as mis le curseur. D'accord? Donc comprenez que, en vérité, cette Torah, ces parashat Mishpatim, c'est extraordinaire qu'en fait elle se raccroche au arsenal. Pourquoi? Parce qu'en fait je me rends compte que toutes ces choses quotidiennes que je fais dans ma vie, qui figurent dedans et qui ont l'air très terre à terre, mais en vérité, elles ont un goût de arsenal. Ça veut dire, quand je paye mes factures, d'accord, je suis honnête, je paye mes factures, c'est comme si j'avais écouté le chauffard à Rosh Hashanah. Quand je vais rendre un objet à quelqu'un et que je fais attention à ne pas l'abîmer, c'est comme si j'avais jeûné à Yom Kippour. C'est comme si j'avais respecté un des 10 commandements. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est la vie d'un juif. Et ça, c'est l'écho du Har Sinaï dans nos vies. Le Har Sinaï, c'est pas juste un événement qui a eu lieu il y a 3300 ans, c'est un événement qui a lieu plusieurs fois par jour dans la vie d'un juif, à chaque fois que tu respectes tes engagements. Tu as fait attention à ne pas entacher sa réputation. Waouh! Même les gens, les anges, ils ne peuvent pas atteindre ton niveau. D'accord? Et toute la paracha, elle est comme ça. Tu mets ta ceinture quand tu conduis, et bien ça s'appelle Venishmartem, mais Od et Nafshotechem. C'est une grande mitzvah. Tu es dans la queue du supermarché et tu ne dépasses pas ton voisin. Ça s'appelle comment? Sitem Hatov et Yachar Beine Hachem. Tu as fait le droit, le juste devant les yeux d'Hachem. C'est extraordinaire. Et ça, c'est plusieurs fois par jour. Et en plus de ça, non seulement c'est un mini Har Sinaï, en plus de ça, Hachem, il te donne une récompense pour ça. Ça veut dire le compteur des mitzvot, il tourne. C'est pas extraordinaire, la vie d'un juif? D'accord? Donc, je me rends compte que quoi? Que, en fait, la Torah m'invite à prendre le sens des responsabilités, mais à pas m'arrêter là. À essayer de mettre de la fantaisie, du goût dans ce que je fais. Dans mes relations personnelles, aussi respecter mes obligations, mais aller au-delà et rajouter, envie de faire plaisir à l'autre, de faire du chesed, d'essayer de voir qui a besoin et de comprendre que tous les devoirs que Hachem me donne, en vérité, c'est uniquement pour mon bien, pour m'aider à dévoiler le meilleur qui est en moi-même. D'accord? Et en bonus de ça, elle me donne des récompenses. Donc alors là, vraiment, on est au top. Baruch Hashem. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?